Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Elles sont discrètes mais bien présentes, les femmes qui consacrent leur vie à enseigner la pratique de la voix. Dans le bouddhisme zen, les nonnes peuvent avoir la responsabilité d'animer un temple. C'est le cas au Japon depuis la deuxième moitié du XXe siècle. En Occident, la transmission du zen a eu lieu avec maître Deshimaru à la fin des années 60. Des dojos ont été créés, notamment en France. Nous allons nous intéresser à ce que sont ces temples zen. Quelles sont leurs origines? Comment se fait la transmission entre le Japon et l'Europe? Quelle est leur évolution avec la place des femmes? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jiko Simon-Wolf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nonne suisse. Vous avez créé il y a 5 ans un temple zen près de la Chaux-de-Fonds, en Suisse, le temple Kosetsuji, qui veut dire temple de la neige lumineuse. Vous avez suivi les enseignements de maître Deshimaru, qui vous a ordonné nonne en France, et puis vous avez reçu la transmission au Japon avant donc de créer ce temple. Merci Simone Wolf d'être aujourd'hui notre invitée. Alors nous allons partir de votre expérience. Comment en vient-on à fonder un temple zen? C'est un peu circonstanciel. Pour moi, à la mort de maître Deshimaru, j'ai quitté Paris pour retourner dans les montagnes suisses, dans la ville de la Chaux-de-Fonds, où j'ai fondé un groupe de zazen qui est devenu plus tard un dojo et puis un centre zen. Et la nécessité s'est fait sentir par les pratiquants d'avoir leur propre lieu de vie et donc de créer un temple dans la campagne, pas au centre-ville. Donc nous avons eu la chance de trouver à une dizaine de kilomètres le lieu qui a permis de faire un temple. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez des difficultés, rencontré des difficultés au niveau peut-être des moyens, des autorisations? Des difficultés, non, pas particulièrement. Ça veut dire qu'il faut quand même une petite somme d'argent ou recevoir des dons. Parce qu'acheter une maison, c'est un certain prix, surtout en Suisse. Et sinon, pas spécialement, non. Et le fait d'être une femme, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile, au contraire? Écoutez, c'est une question que je ne me suis pas vraiment posée, mais j'ai été très impressionnée lors de mon dernier voyage au Japon. J'ai été accueillie dans un petit temple de femmes à Tokyo, où l'abbesse était à la veille de diriger des grandes cérémonies au temple de Eiheiji. Et je la félicitais, parce que c'est quand même un événement historique. Et elle m'a répondu, c'est simplement mon tour. Alors ce temple, vous l'avez baptisé Kosetsuji? Oui. Pour quelle raison? Le nom, Setsu c'est la neige. Ko c'est le ko de l'éveil. Donc une partie du nom que m'a donné mon maître, puisque je m'appelle Jiko, mon nom de dharma est Jiko. Et puis je parlais avec une grande traductrice de maître Dogen, qui est Yoko Orimo, et qui m'expliquait un peu la poétique dogénienne, ce que signifient les arbres, les oiseaux, la neige. Et elle me donnait l'image de la neige, c'est comme l'ego abandonné qui s'abandonne. Alors le nom était trouvé. Alors, qu'est-ce qui brille, la neige ou l'éveil? C'est le koan. Alors vous l'aviez dit, Simone Wolf, vous avez d'abord créé un centre zazen et puis un dojo avant d'en venir au temple. Quelles sont les différences finalement entre ces 3 lieux? Eh bien le groupe de zazen, voilà, c'est un lieu qu'on propose. Et puis doucement, les gens viennent et la pratique mûrit et certains se font ordonner. Et puis il y a des moines, il y a des nonnes, alors ça devient un dojo et puis un centre qui rayonne sur une ville, sur une région. Mais on n'y vit pas. C'est pas vraiment un lieu d'accueil, un lieu de vie. C'est un lieu de pratique où les gens viennent le matin et souvent repartent dans leur vie tout de suite. Alors le temple, c'est un lieu de vie. C'est un lieu d'accueil, de rassemblement, où tous ceux qui ont envie de pratiquer la voix peuvent venir partager leur enthousiasme, leur foi, écouter l'enseignement
du Bouddha donné par les anciens disciples, écouter leur silence et s'immerger dans une atmosphère. Alors on va s'intéresser un petit peu à ce que c'est qu'un temple zen, son histoire notamment, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, finalement il est question de transmission. Voilà, alors très souvent on oublie qu'il y a 2600 ans, les moines avaient exactement la même manière de se rassembler pour pratiquer ensemble et partager. Et puis les moines se rassemblaient à la saison des pluies, à cette époque-là, restaient durant la saison et ensuite repartaient dans leur vie pour redonner ce qu'ils avaient mûri, leur mûrissement spirituel en sagesse et en compassion, on le redonnait aux autres. Donc, ensuite le bouddhisme s'est transmis en Chine, ça s'est appelé le Chan, et puis au Japon, ça s'est appelé le Zen, et le fondateur du Zen Soto au Japon est Maître Dogen, fondateur de notre école, qui lui a pratiqué en Chine avec son maître et qui s'est donc inspiré, on n'invente jamais rien, qui s'est inspiré des règles chinoises, des règles de Yakujo pour continuer, transmettre l'enseignement de son maître. Et c'est ce que nous faisons ici en Europe. Alors, grâce finalement à l'enseignement de Maître Deshimaru. Oui. Oui, tout à fait. Au XXe siècle, c'est lui qui a introduit le zen en Europe. Tout à fait. Vous avez suivi son enseignement. Aujourd'hui, on assiste un petit peu à un retour, c'est-à-dire que les zen occidentaux éprouvent le besoin de retourner au Japon, finalement un petit peu pour l'enseignement, pour recevoir un enseignement particulier. Alors, c'est très très important, je crois, ce retour à la tradition, puisqu'au Japon, il y a 7 siècles et demi de bouddhisme. Ça veut dire qu'un moine naît bouddhiste. C'est imprégné. C'est une autre imprégnation que pour nous qui avons 40 ans de zen en Europe. Alors c'est très important d'aller se tremper, s'immerger dans ce goût ancien de la tradition. Il existe plusieurs sortes de temples au Japon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Alors, il y a 2 grands temples. Le premier, c'est Heiheiji, le temple de Maître Dogen, qui est un temple école. 200 moines qui peuvent suivre cette école pendant une durée de 3 ans, de 2 ans, d'1 an. C'est un temple de formation des moines. Et puis, le temple de Maître Kezan, qui a été fondé un peu plus tard, et qui est aussi un temple-école, et qui est, lui, dans la ville. Alors, c'est pas seulement un temple de formation, le Sojiji offre aussi une école pour les adolescents de culture bouddhique, où les valeurs sont évidemment les valeurs du zen, ce sont des valeurs humanitaires. Et puis toute la partie, on offre aussi de zazen pour qui veut bien aller s'asseoir tranquillement. C'est donc pas seulement un lieu de formation. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle des senmon sodo, des petits temples, où on peut aller faire des retraites de 3 mois, ce que Dogen appelait Ango, qui dure 90 jours exactement. 90 jours, c'est-à-dire 90 jours. Voilà, 90 jours, pardon. Ma suicitude. Et voilà, moines et nonnes peuvent aller, même les occidentaux peuvent aller maintenant, pratiquer un Ango dans ces temples. Vous-même, c'est au Japon que vous avez reçu la transmission de votre maître ? Oui, c'est au temple de Teishoji, mais ce n'est pas un temple de formation. C'est un temple très ancien où mon maître vit et fait les rituels bouddhiques. Il y a le zazen tous les dimanches, mais ce n'est pas
un temple de formation. Alors on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe derrière les murs du temple. Comment pratique-t-on? Comment ça se passe? Chez moi, comme je crois dans tous les temples, il y a le rituel. Toute la vie d'un temple est rythmée par des sons. Ça veut dire, le premier son, c'est le réveil. C'est une cloche. Il y a la cloche du réveil. Et puis ensuite, le bois qui est frappé pour le temps de la méditation, de la pratique de zazen. Ensuite, il y a le chant des sutras, et puis le petit déjeuner, et puis il peut y avoir la cérémonie du thé, boire le thé ensemble avec l'abbé ou l'abbesse qui donne un enseignement un peu informel. Cette cérémonie s'appelle Shosan. Et puis il y a les nettoyages, la vie du temple, un court moment et puis ce qu'on appelle le samu. Donc c'est le temps où moines et nonnes redonnent leur énergie de la pratique pour la vie quotidienne, faire la cuisine, vous voyez ce qu'il y a à faire dans chaque lieu. Bien sûr. Et puis il y a la cérémonie de midi, le rituel, chant des sutras, le repas de midi, et puis l'après-midi, alors ça dépend un peu du travail à faire. Et puis fin d'après-midi, il y a une cérémonie de banka, où de nouveau les moines chantent les sutras, et puis il y a le zazen du soir. Ça c'est le rythme d'une vie quotidienne hors des temps de retraite. Dans les temps de retraite, il y a beaucoup plus de périodes de zazen. Finalement, c'est effectivement une vie qui ressemble à celle de la vie du temps du Bouddha, la vie monastique du temps du Bouddha. Absolument, c'est le même esprit, même si les temps ont changé. On ne vit pas la même chose en Occident qu'en Inde, il y a 2600 ans, bien évidemment. Aujourd'hui, vous, par exemple, vous avez participé à la fête de l'Union bouddhiste de Suisse. En sortant, la Sangha est sortie sur la place publique pour se faire connaître. Ça veut dire que un petit peu le temple aujourd'hui doit sortir de son isolement pour exister? Non, moi je pense qu'un temple n'est jamais isolé, un temple rayonne. Et puis, l'Union bouddhiste réunit toutes les traditions, toutes les écoles du bouddhisme. Alors c'est très important de partager de temps en temps des moments ensemble. On a une base commune, les valeurs du bouddhisme. Et puis se rencontrer, c'est important, et permettre sur la place du marché à tout le monde de rencontrer les différentes écoles du bouddhisme, je crois que c'est important. À l'époque, les Grecs avaient aussi l'agora, le lieu de partage, le lieu d'échange. Alors, la place du marché, c'est un très bon lieu d'échange. Merci Simone Wolf d'avoir répondu à nos questions. Nous vous retrouverons avec plaisir dimanche prochain pour parler des 3 esprits qui animent le responsable d'un temple zen. Pour prolonger cette émission, voici quelques indications de lecture. Tout d'abord, Journal d'un apprenti moine zen de Sato Jiei, édition Philippe Piquier. Ouvrir la main de la pensée, méditer dans le bouddhisme zen de Kosho Uchiyama chez Erol. Zen d'aujourd'hui face au piège de l'ego de Philippe Coupet aux éditions Le Relier. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant plus.fr. Très bon dimanche à tous. À la semaine prochaine et merci.